Bonjour à tous et bienvenue sur RTV pour cette nouvelle émission. Je salue au passage toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire. Alors bien entendu, vous pouvez retrouver les activités liées à l'émission sur mon site sandrinedupuis.fr et je vous invite d'ailleurs à aller voir spécifiquement les ateliers et puis le stage qui sera organisé début juillet. Il est vraiment temps de vous inscrire si vous souhaitez y participer. Il y a également le groupe Facebook sur lequel nous nous retrouvons entre les émissions. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir une personne, une artiste bien entendu, et je vais vous faire un petit parallèle avec ma propre vie parce que je fais les vidéos, il y a les stages, il y a les ateliers, il y a les consultations, il y a ma propre peinture et mes travaux d'écriture. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien parce que je pense avoir trouvé mon maître en la personne de Anne Le Chartier que je vous présente. Merci. Bonjour. Bonjour Anne. Alors oui, j'ai découvert en toi une personne vraiment ultra créative. Tu foisonnes d'idées. C'est un paysage sans fin. Et c'est pour ça que je dis que j'ai trouvé mon maître, parce que vraiment, tu es quelqu'un de très inspirant avec tout le travail qui est le tien. Ouais. Merci beaucoup. Et tu peux peut-être commencer justement en nous disant comment ça s'est passé pour toi, cet élan vers l'art. Est-ce que tu es née dans une famille où on pratiquait beaucoup ce genre d'activité ? Alors, pas du tout. Non, je viens d'une famille assez traditionnelle, voilà, avec les valeurs de travail. Enfin, non, pas du tout. En fait, on voyageait beaucoup, mais au niveau de l'art, non, on faisait très peu d'expos. On allait au ciné de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Je sais vraiment pas d'où me vient cette appétence pour les arts, mais c'est vrai que depuis toute petite, je chantais, j'ai fait du théâtre, je dessinais sur les murs dans ma chambre, je composais des morceaux au piano. Je sais pas si c'était une envie de m'évader, j'avais quand même l'impression d'être en décalage avec le monde et la famille dans laquelle je vivais, donc peut-être que c'était un moyen de m'en échapper ou de rêver. J'ai aucune idée d'où me vient cette appétence pour l'art, mais en fait à un moment je l'ai abandonné parce que j'ai des parents qui voulaient que je fasse des études et puis par des circonstances j'y suis revenue, j'ai jamais lâché. Je savais que j'avais envie de m'épanouir là-dedans. Ah oui, alors pour t'épanouir, j'ai quand même noté sur une petite liste tout ce que tu as fait jusqu'à présent, parce que c'est loin d'être fini à mon avis. Je vous lis. Hein. Elle a été actrice, réalisatrice, elle est peintre, elle fait de la poésie avec du modelage, elle est maquilleuse, elle fait des fresques. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Ah oui, des plaques de rue. Et je ne vous passe aussi le détail des formations qu'elle a suivies. Donc, il y a vraiment un panel d'activités incroyable. Et tu vas pouvoir nous en parler, justement, Anne. Mais déjà, je suis très curieuse et j'aime apprendre et je m'ennuie vite. Donc, dès que j'ai l'impression, pas de maîtriser, mais d'avoir fait le tour de quelque chose, je passe à autre chose. En fait, voilà, j'aime apprendre. Je suis très curieuse. Bah, du coup, voilà, j'ai fait des études, j'ai été faire une maîtrise à Awalai-Alimapo, un village amérindien, une maîtrise de géographie. Et en fait, quand je suis rentrée et que je suis allée à la fac, j'ai vu une annonce cherche comédienne pour rôle principal dans un court-métrage. Donc j'ai appelé tout de suite, j'ai vu que la date du casting était passée, mais j'ai appelé quand même le réalisateur. Et il me dit, en fait, le casting est terminé, j'ai trouvé ma comédienne, mais rappelle, je vais faire des essais, donc rappelle dans une quinzaine de jours, on sait jamais. Je le rappelle une quinzaine de jours après, et il me dit, en fait, ma comédienne, ça le fait pas. Si tu veux, on boit un café, on se voit. On a pris un café, et en fait, j'ai été choisie. Donc j'ai tourné 10 jours en rôle principal, et ça a été une révélation. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux faire du cinéma. Je veux jouer, voilà. J'ai refait 1 an d'études derrière, parce que j'étais inscrite pour faire une préparation pour être professeure des écoles, donc j'ai quand même fait la préparation au concours.
Et j'ai pris la décision j'ai passé le concours, mais de le rater. Parce que si le concours était réussi, je devais tant d'années à l'éducation nationale. Enfin bref, du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me lancer comme comédienne, d'aller à Paris. Sauf que et mes parents me soutiennent pas financièrement et tout ça. Ils me disent ok, t'as envie de faire ça, fais ton expérience, mais compte pas sur nous. Donc je suis là, je suis au Havre, je me dis bon, comment je vais monter à Paris, je connais personne. Et je vois une petite annonce sur le journal local, le film Taxi de Luc Besson vient tourner au Havre et ils ont besoin de 200 figurants à scooter et à mobilette. Et je me dis, il faut que je le fasse. J'ai jamais conduit un 2 roues de ma vie. Donc, je contacte une amie qui a un frère qui a une mobilette. Il m'entraîne un peu sur des routes de campagne. Je vais au casting. Et au casting, en allant au casting, je vois qu'ils construisent une pizzeria et ils sont en train de peindre le décor d'une pizzeria. Donc, je vais voir les gens et je leur dis, bah voilà, est-ce que vous auriez besoin d'un coup de main en bénévole? J'ai déjà travaillé dans un théâtre que j'ai retapé avec des amis et tout. Et je travaille pendant 2-3 jours comme bénévole. Et là, c'est un truc de fou, je pense que ça arrive jamais. Il y a le directeur artistique du film Taxi qui vient me voir et qui me dit on a eu un problème avec mon assistant qui a dû partir, on n'a pas le temps de faire venir quelqu'un sur Paris, est-ce que tu veux bosser avec moi, je te déclare, t'es payé et tout ça. Bah oui. Donc c'est incroyable, je bosse 4 ou 5 jours avec lui en préparation du tournage, plus les 4 ou 5 nuits de tournage. Et puis il restait 2 jours de tournage à Paris et l'équipe me propose de remonter avec eux à Paris pour terminer le film. Et la petite joke quand même, la petite magie, c'est que je fais le chemin du Havre à Paris dans la voiture de taxi qu'on ramène là-bas, que le directeur artistique avec qui je travaillais ramène là-bas. Et genre, c'est une voiture qui va, je sais pas, 300 km/h, quoi. Enfin, on n'a pas roulé à cette vitesse-là, mais dans le film, l'histoire du film, le taxi roule super vite. Donc, je me dis, bon, c'est un bon présage de commencer mon arrivée à Paris dans la voiture de taxi pour être, voilà, j'y allais pour démarrer ma carrière de comédienne. Donc voilà, c'était rigolo. Pour moi, c'était un petit clin d'œil de la vie, quoi. Enfin... Ah oui, un joli petit clin d'œil. Hein, donc, ouais. On peut dire que tu démarres sur les chapeaux de roue. Hein. Exactement. Les choses s'enchaînent. En fait, très vite, je travaille pas mal en pub parce qu'à l'époque, j'ai une bonne bouille, j'ai une coupe à la garçonne, c'est un peu à la mode et je fais pas mal de pubs pour la télé, donc des sous. Donc, je me prends un appart, etc. Puis, j'ai une carrière de comédienne. Je suis intermittente, j'en vis, mais je me sens pas très épanouie. J'ai des petits rôles, des petites apparitions. Si, c'était super, mais je sentais... Déjà, j'étais très traqueuse et j'étais un peu, voilà, au bout de, je sais pas, une dizaine d'années, je m'épanouissais pas dans le sens où j'ai eu beaucoup de premiers rôles, mais dans des courts-métrages, voilà ça. Et puis un jour, je passe un casting où ils ont vu beaucoup de monde, peut-être 400 personnes, pour incarner le premier personnage virtuel français qui s'appelle Eve-Laura Solal. Et ils voulaient en faire une petite star, elle devait présenter la météo, faire un album, faire une émission de radio, de la mode, tout ça. Et je suis prise à ce casting-là. Il y a eu 5 ou 6 tours de casting. Finalement, je suis prise. Et puis, j'ai un contrat d'exclusivité avec Attitude Studio, qui était le studio qui faisait de la motion capture. Donc, c'était des tournages où on avait des marqueurs sur le corps. Et après, ils reconstituaient l'image et l'image du personnage. On fait un premier tournage. Le film est projeté sur un festival aux États-Unis. Et il décroche un contrat pour tourner Tomb Raider 6, Lara Croft. Et je suis complètement mis de côté pour le casting. Donc, sur le moment, je comprends pas parce que je me dis quand même, ça fait 1 an que je travaille en motion capture. J'ai compris plus tard que c'était une question d'argent parce que j'avais un contrat d'exclusivité avec eux. Et en fait, à l'époque, les personnes qui faisaient de la motion capture n'étaient pas considérées comme comédiens, mais comme modèles et donc étaient moins payées. Bref, pour des raisons d'argent, on m'évince du casting. Et moi, je me dis non, je pense que j'ai ma place, je mérite au moins de passer le casting. Et du coup, sans prévenir la prod, je vais quand même passer le casting. Je me renseigne un peu à quel moment ça se passe et tout. Je rencontre le réalisateur et je suis prise.
Donc en fait, je tourne Lara Croft, ça a duré, je crois, 5 ou 6 mois. C'était génial parce que je me suis entraînée à des scènes de combat, tout était chorégraphié. Je suis une ancienne gymnaste aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai fait 10 ans de gymnastique de haut niveau, donc je reconnecte avec ça, avec le corps. Et puis c'était génial parce que derrière Lara Croft, j'ai tourné le jeu Terminator, Godzilla, j'ai tourné plein d'autres jeux en fait. Et là, j'avais trouvé ma place parce que j'avais l'impression de jouer avec un masque. On travaillait beaucoup sur le corps et c'était pas moi, c'était pas mon image, donc j'étais plus traqueuse. Je m'épanouissais complètement dans le jeu vidéo. Pourtant, j'en joue pas du tout, hein, mais on tournait toutes les petites cinématiques de jeu. Et voilà. Et après, Lara Croft, j'ai eu un accident de moto. Je me suis blessée au genou, donc j'ai dû arrêter. Et puis, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et puis, je suis passée à une autre étape de vie, en fait, où j'ai mis un peu de côté ma carrière de comédienne. Et en plus, le père de mes enfants est parti, enfin, d'abord de ma première fille, est parti à l'étranger travailler. Donc je me suis retrouvée toute seule. En plus, on avait déménagé en banlieue, donc je connaissais personne. Et j'ai une période où je déprimais un peu. Je me retrouvais à la maison avec une enfant en bas âge, sans pouvoir travailler. Et là, un peu par hasard, par ma sœur, elle me dit, tu sais, en fait, on est synesthète. Je dis, synesthète, c'est quoi? Elle me dit, tu sais, le fait de voir les mots en couleur, parce que quand on était gamine, on s'amusait à ça, on se disait, ah, toi, vendredi, c'est quelle couleur? Ah, moi, c'est jaune. Puis c'est très subjectif, la synesthésie. En fait, moi, je voyais le vendredi jaune, elle le voyait vert. Enfin, mais on s'amusait à ça, à comparer de quelle couleur on voyait les mots. Donc la synesthésie, en fait, voir les mots en couleur, c'est une forme de synesthésie, parce qu'il y en a plusieurs. Mais déjà, c'est subjectif, mais c'est neurologique et c'est héréditaire. Donc ma mère est aussi comme ça. Donc moi, je me suis pas posé la question je pensais que tout le monde voyait les mots en couleur, en fait. Mais le jour où j'ai appris ça, et là, j'ai eu un déclic, en fait. Un déclic qui t'a conduit vers autre chose, alors? Oui, complètement, parce que le déclic, ça a été que j'ai toujours senti que j'avais une sensibilité pour la couleur. Et en fait, je sais pas, le déclic, c'était de me sentir légitime à l'exprimer. Parce que j'ai jamais appris à peindre, mais je me suis dit, si j'ai cette sensibilité pour la couleur, j'ai le droit de l'exprimer, en fait. Donc, je me suis dit, ok, j'ai jamais appris à peindre, comment je vais pouvoir exprimer cette sensibilité pour la couleur. Et j'ai commencé à peindre des aplats de couleurs. Au début, ça ressemblait pas à grand-chose. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à peindre des personnages et des couples, parce que j'étais dans des questionnements par rapport aux couples. Donc, j'ai commencé à peindre avec des aplats et des lignes, beaucoup de couples. Ah, écoute, là, je vais te poser une question pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que le mot aplat n'est peut-être pas connu de tout le monde. C'est quoi un aplat en peinture? Un aplat, c'est une couleur franche, nette, sans nuance, sans dégradé, sans transparence, vraiment. Donc, tu t'es mise à faire de la peinture, mais c'était vraiment le début d'un chemin créatif intense. Oui, oui. Et puis en plus, ça a été le début aussi. Enfin, j'ai commencé à beaucoup peindre parce que j'avais beaucoup de temps toute seule aussi chez moi. Et je peignais tellement que je pouvais plus cacher mes tableaux. Et puis quand des gens venaient chez moi, ils étaient curieux, ils ont commencé à regarder. Et j'ai commencé à vendre. Donc j'étais très étonnée. J'ai dit, ah bon, ça te plaît au point de vouloir mettre de l'argent dans... Voilà, donc ça m'a donné confiance. Et puis j'ai commencé après à mettre du détail dans mes peintures, à plus seulement travailler avec des aplats, mais voilà comment après ça a évolué. Moi, j'ai une citation qui t'est destinée et je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 10 et on va voir sur laquelle tu tombes. 7. La citation numéro 7. Alors, elle est de Alexandre Bloch. Alexandre Bloch, c'est un poète de la fin du 19e siècle et il a dit « L'art, c'est le pressentiment de la vérité ». C'est beau. C'est beau, ouais, c'est très beau.
Tu as l'impression aussi que ça annonce quelque chose de vrai, la pratique artistique? Ben, ça permet, oui, de toucher une... Enfin, l'art permet quand même j'allais dire une certaine liberté, mais en fait une liberté absolue et une authenticité, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est ça aussi que j'ai trouvé, c'est comment exprimer authentiquement qui je suis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les couples que je représentais à l'époque, ils sont très figés, il n'y a aucun mouvement. Et moi, je me sentais un peu figée quand même à l'époque dans mon couple et dans une représentation du couple qui appartenait au schéma familial, etc. Donc, ouais, c'est marrant, ça résonne bien. Oui. Et pourtant, outre la peinture, tu as ressenti le besoin d'explorer aussi d'autres techniques. Oui, alors c'est venu au fur et à mesure. En fait, il y a un moment donné, je peignais beaucoup chez moi, mais j'avais envie de revenir sur des tournages. Et en fait, j'ai eu l'inspiration de me dire pourquoi je ne serais pas maquilleuse, parce que ça ferait le lien entre les tournages et ma carrière de comédienne et la peinture et ma sensibilité pour la couleur. Donc je me suis formée au maquillage. En me formant au maquillage, entre parenthèses, j'ai découvert ma féminité parce que j'étais pas du tout féminine. Donc ça a été chouette aussi d'assumer ce féminin chez moi. Et puis je me suis éclatée en maquillage et j'ai commencé à travailler du coup sur des tournages comme maquilleuse, à faire aussi pas mal de transformations. J'adorais transformer des hommes en femmes, faire aussi des effets spéciaux, enfin tout ce qui permettait de transformer quelqu'un. Voilà. Après, j'ai moi-même tourné et réalisé un court-métrage de 20 minutes. Et c'est rigolo aussi parce que l'histoire m'est venue pas vraiment en rêve, mais tout le temps avant le sommeil, juste avant le sommeil, sur plusieurs jours. J'avais des petites bribes de l'histoire qui arrivaient au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment, genre je me suis pas mis au bureau en me disant faut que j'écrive. Okay. Voilà, donc ce film s'appelle Atomic Flowers et en fait c'est un conte poétique, voilà, qui parle d'une rencontre amoureuse et artistique. Il y a un peu de magie dedans, une synchronicité, voilà. De la magie, j'ai l'impression qu'il y en a un peu à divers étages. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de raconter un événement dans ma vie qui a été, je pense, assez fondamental. Enfin, il y a eu un avant et un après, même si sur le moment, j'en ai pas eu conscience tout de suite. Mais alors c'est un peu, ça pourrait paraître un peu mystique, mais je pense qu'on est sur la bonne chaîne pour en parler. Donc avant que je parte dans ce village amérindien à Walla Yalimapo, c'était en 94, je crois. Un matin, je me réveille chez moi et je suis sur mon lit et j'ai la sensation d'un choc violent vers l'avant, sans douleur, sans rien, mais vraiment comme si j'étais propulsée vers l'avant comme ça. Et je suis sonnée. Donc je dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi ? Et à l'époque, je faisais du stop pour aller à la fac, donc je suis dans la voiture, à l'arrière de la voiture qui m'a pris en stop, et ça me le refait. Et ça me le refait dans l'amphi, et ça me le fait comme ça pendant une quinzaine de jours. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai l'image, en fait, enfin, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, pas vraiment que je vais mourir, mais que je vais plus être là, que je vais plus exister. Enfin, c'est assez troublant. J'avais pas de peur, mais j'avais cette sensation très forte. Et puis, au fur et à mesure des 15 jours qui se sont passés, j'ai une image qui commence à arriver de phare de voiture. Il fait nuit. Et au bout de 15 jours de ça, donc moi, à l'époque, je faisais mes études à Rouen. Et mes parents viennent me chercher pour passer le week-end avec eux au Havre. Donc, ils venaient de Paris. Et je prends le temps quand même en montant dans la voiture, à dire à mon père, parce que c'est quelqu'un qui a une conduite assez, il conduit vite et il est assez distrait. Donc je prends le temps de lui dire, écoute, ça fait 15 jours que j'ai l'intuition d'un accident de voiture, d'un face-à-face, roule tranquille, sois concentré. Enfin bref, je prends quelques secondes pour lui dire ça. Et puis, au moment où on arrive au Havre, sortie d'autoroute, on habite en ville haute, mon père s'engage sur la sortie ville haute, et là, un automobiliste arrive en sens interdit sur la voie de sortie, et il se passe cette chose. En fait,
le temps s'arrête. Enfin, je le réalise pas tout de suite, mais en fait, je suis à l'arrière comme ça et je me dis, mais pourquoi maman, enfin, à l'époque, pourquoi maman, elle hurle pas, pourquoi papa tourne pas le volant, pourquoi, et là, je réalise, mais pourquoi les phares n'avancent pas? Et je me dis, mais c'est fou, le temps est arrêté. Et au moment où je réalise que le temps est arrêté, tout se met en route. Mon père tourne le volant, ma mère hurle, et finalement, on arrive à se remettre, à se rabattre sur la voie principale. On est freiné par le terre-plein là sur plusieurs mètres. On finit par s'arrêter, on évite l'accident. Moi, je suis complètement choquée, tétanisée, je fais une crise de tétanie et tout ça. Bref, on retourne à la maison. Et mon père, qui était choqué aussi, il me dit c'est fou parce que en fait, il était à Paris pour un stage de conduite à risque pour son travail. Et il m'a dit si je revenais pas de ce stage, jamais j'aurais pu éviter la voiture. Et en fait, à partir de ce jour-là, moi, je me suis questionnée, je me suis dit, mais déjà, est-ce que le temps existe? Est-ce que c'est pas, enfin, pourquoi le temps s'est arrêté? Enfin, est-ce que j'ai un ange gardien? Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que tout est écrit? Est-ce que on peut, enfin, j'ai commencé à me poser tout plein de questions quand même. Et je pense que quelque part, ça a quand même fondamentalement changé ma vie et orienté mes choix aussi, même mes choix là plus récents dont on va parler tout à l'heure. Mais oui, j'ai commencé à lire des bouquins comme La prophétie des Andes, L'alchimiste. Enfin, j'ai commencé par ces bouquins-là. Mais je me suis beaucoup interrogée, ouais. Et puis après, j'ai comme oublié parce que à l'époque, quand j'ai commencé à en parler, on me regardait d'un œil bizarre. Et j'ai enterré ça. Je me suis dit, ok, faut pas que j'en parle parce qu'on me prend pour une folle et on me croit pas. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à en reparler. Et quand tu dis que ça a influencé ton travail, ça a influencé les pratiques que tu as choisies ou bien le contenu, le fait que ça a influencé ton travail créatif en tant que tel? En fait, ça m'a influencé dans le sens où, à partir de ce jour-là, je me suis dit qu'on n'était pas seul. Enfin, j'ai eu une foi dans le fait que on était autre chose que juste ce petit corps et ce petit personnage qui s'agitait. Enfin, j'ai vraiment eu l'intuition à partir de ce jour-là, même pas qu'une intuition, vraiment la certitude que voilà, la vie était beaucoup plus grande que ce qu'on a voulu me faire croire, quoi. Et donc, ça t'a plutôt donné alors de la confiance dans ton pouvoir créateur? Ah bah complètement. Et aujourd'hui, alors je sais pas parce que je pars dans tous les sens, mais j'ai rencontré l'hypnose un peu par hasard aussi, à laquelle je me suis formée. Et ça m'a reconnectée avec ça, c'est-à-dire vraiment, il y a pas que le monde matériel, il y a voilà le monde énergétique, vibratoire, le monde des idées. Enfin, je me sens complètement aujourd'hui accompagnée et guidée et en lien tous les jours avec, je sais pas trop comment l'appeler, mais donc je me suis formée à l'hypnose. Plutôt par curiosité que pour en faire un métier, hein. Mais avec l'hypnose, il y a tout un champ qui s'est ouvert à moi. Ça m'a reconnecté aussi avec ce qui s'est passé en 94, là, le fameux accident de voiture. Et j'ai quand même essayé de faire des séances d'hypnose, de recevoir des personnes, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que j'avais envie d'utiliser l'hypnose. Et petit à petit, je me suis dit comment je peux faire des ponts entre l'art et tout ce que j'ai appris avec l'hypnose. Et la spirale m'est venue comme une évidence. Je sais pas, parce que la spirale, déjà, il y a du mouvement. Et puis, artistiquement, avec les pinceaux, on peut faire plein de choses. Et puis, ça crée une illusion. Et puis, c'est un moyen aussi de créer une induction, d'emmener les personnes dans un autre état. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai préparé une expo sur le thème, c'était ombre et lumière. Et dans l'expo, j'ai eu envie de mettre les spirales. Et complètement par hasard, je me suis rendu compte que quand on regardait fixement une spirale, le cerveau enregistrait le mouvement, ce qui fait que quand on regarde, allez, on va dire entre 10 et 15 secondes une spirale, et qu'ensuite on regarde un tableau ou n'importe quoi, le tableau se met à bouger.
il se met en mouvement parce que le cerveau a enregistré le mouvement de la spirale. Et du coup, pour mon expo, j'ai mis 3 spirales et en fait, c'était une expo de peinture avec que des petits points. Et en fait, après avoir regardé la spirale, on avait l'impression que, comme une effervescence, comme si les petits points se mettaient en mouvement et à bouger, ce qui était très bien parce que ça parlait quand même de transformation, cette expo. Pour parler d'un autre moment de magie aussi, par exemple, justement, quand j'ai rencontré l'hypnose, au départ, j'y vais parce que par curiosité. Je fumais à l'époque et puis j'avais entendu qu'une amie avait arrêté de fumer par l'hypnose. Donc je me dis, tiens, je vais voir. Et puis je fais quelques séances et puis lors d'une séance, je travaille justement, je crois que je travaillais sur couper le lien avec le saboteur en moi ou le critique. Je sais plus sur quoi exactement je travaillais parce que j'avais du mal à trouver ma place en tant que maquilleuse et de gagner des sous. Enfin, je me suis séparée entre-temps. Enfin, voilà. Donc, je travaille là-dessus. Et donc, pendant la séance d'hypnose, on me propose de couper le cordon. Je coupe le cordon. L'hypnothérapeute me propose de le mettre au feu. Et je mets le cordon au feu. Et il me demande ce qui se passe. Et là, je vois le cordon qui se transforme en or et qui devient liquide. Et je prends ce liquide, je l'ai dans les mains. Et je dis, en fait, ça se transforme en or liquide. Et voilà, déjà, et ça s'arrête là. Et je trouvais ça magnifique parce que, inconsciemment, je transmutais, en fait, quelque chose, qui me bloquait en quelque chose de beau, en quelque chose de noble, enfin bref. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que 2 semaines après, à peine 2 semaines après, j'ai un appel j'allais dire d'un maître en trompe-l'œil, mais en fait de quelqu'un qui travaille dans le décor, qui m'appelle et que j'avais rencontré lors d'une expo, qui était venu voir une expo que je faisais dans la commune où j'habite, à Brunoy. Et il me dit, est-ce que ça te dirait de travailler au Georges V pour faire des filets voilà, dans la salle du restaurant? Donc oui. Et en fait, je travaille pendant une dizaine de jours à faire des filets sur des moulures à la bronzine. Donc, c'est de la peinture avec du pigment d'or. Et en fait, au bout de 10 jours, je repars du chantier. Je suis sur la route, sur l'autoroute pour aller chercher mes filles que j'avais mis à garder chez mes parents en Bretagne. Et je suis en train de conduire comme ça. Et là, je réalise que j'ai les mains recouvertes d'or. Et c'est comme si le rêve avait rejoint la réalité. Je me dis, c'est fou en fait. Est-ce que le fait d'avoir fait cette hypnose a généré le fait que cette personne m'appelle et que je travaille au Georges V, ou est-ce que, voilà, je trouvais que ça avait quand même une certaine magie là de voir mes mains recouvertes de peinture d'or et d'avoir fait ce rêve ou cette expérience d'hypnose 15 jours avant, voilà. Et aujourd'hui, alors, tu te sens vraiment confiante dans ton travail ou bien tu es encore parfois soumise au doute? Non, aujourd'hui, je sais que j'ai un certain savoir-faire et j'ai aussi découvert. J'ai toujours eu un amour du détail. Enfin, j'aime vraiment le détail. Et justement, le Georges V, ça s'est très bien passé. Après, j'ai travaillé 1 an au Ritz et j'ai fait quand j'ai travaillé il y a une dizaine d'années au Ritz, j'ai fait 9 mois de filets, donc des lignes, et j'étais en transe toute la journée. Clairement, je voyais pas le temps passer. J'ai adoré. J'ai adoré aussi voir le Ritz reprendre son prestige, parce que quand je suis arrivée au début, c'était vraiment le chantier avec tous les corps de métier qui travaillaient en même temps. Les plombiers, les électriciens, les tapissiers, enfin les décorateurs, tout le monde. Donc ça, c'était une très belle expérience. Et puis ensuite, dans le décor, en tout cas, j'ai travaillé pour l'auditorium à Saint-Lazare en faisant des panneaux de nacre, des panneaux de feuilles d'aluminium. J'ai travaillé au Fouquet's, j'ai travaillé dans plein d'endroits assez prestigieux et j'ai pris confiance au fur et à mesure. Puis, en fait, j'adore le détail. Donc, en fait, dans ces lieux-là qui sont très exigeants, ça fonctionne bien. En fait, on n'avait pas le droit de prendre de photos. Puis, je trouvais ça dommage parce que, c'était une chouette expérience. Puis, j'aime bien avoir des souvenirs. Et du coup, je me suis mis à faire des petits bonhommes en papier mâché. Pour avoir cette excuse de prendre des photos au Ritz, je prenais ces petits bonhommes en papier mâché et puis ça amenait un petit peu de poésie en fait. J'aimais bien l'idée
voilà, j'avais. Ah oui, c'était tout du papier mâché, c'était pas de la terre alors. Après, je suis venue un peu à la terre. Si j'ai commencé par le papier mâché et ensuite j'ai travaillé un peu la terre, un peu le modelage, mais le modelage, bizarrement, j'y vais plus quand j'ai besoin de repasser dans le corps, en fait, de revenir dans le ressenti, ouais, dans la matière, dans le corps, Ah, mais dans le geste. c'est intéressant ce que tu dis là parce que la question que je me posais justement, c'était de savoir s'il y avait des choses que tu préférais faire à certains moments, si c'était par cycle un peu que tu travaillais. La peinture, le modelage, etc. Mais c'est un peu ce que tu viens de dire là. Il y a des moments où ça t'appelle plus en fait. Oui, voilà, c'est. En fait, j'ai l'impression que je choisis rien. Enfin, quand on me propose du travail, si, mes choix, je les fais toujours en fonction de trois choses. C'est qu'est-ce que ça va m'apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre, quelle personne je vais rencontrer humainement, quelle rencontre je vais faire, et quel plaisir je vais prendre. Mais je fais jamais des choix de raison, combien je vais gagner, ou voilà. Mais j'ai pas l'impression de choisir dans le sens où je me sens très inspirée. Enfin, hum, c'est comme tu parlais d'appels, oui, c'est comme des appels en fait. Enfin, je, mon inspiration, elle me vient de manière auditive et des fois j'ai vraiment des idées, presque, des fois c'est comme des injonctions, c'est fais ça. Enfin, Oui, tu es euh, très à l'écoute de tout cela. ouais, Et j'aime bien ton choix là de joie parce qu'en fait, tu travailles beaucoup en collaboration avec d'autres. oui, Et donc, tout ce qui est atmosphère, contact humain, tout ça, ça entre en ligne de compte avec ton travail. complètement. Bah, souvent, d'ailleurs, souvent ce qui inspire mon travail, c'est la rencontre. Oui. C'est la rencontre avec l'autre. La vie aussi m'amène, par exemple, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais travaillé sur le végétal, plastiquement, je veux dire artistiquement. Et puis, on m'a demandé de réaliser une fresque, une liane de vigne dans un restaurant. Donc, je suis allée beaucoup cet été récupérer des feuilles de vigne, voir comment c'était euh, la structure d'une feuille, etc. J'ai réalisé cette liane de vigne. Et puis, bizarrement, des écoles m'ont appelé pour faire une fresque. Alors, j'ai une fresque j'ai une fresque à faire en trompe-l'œil avec une forêt dans le fond et des plantes en premier plan. Donc, c'est fou parce que en 13 ans, 14 ans de carrière, je n'ai jamais eu à faire de végétal. Donc là, il y a eu cette liane de vigne. Il y a ce mur de forêt en trompe-l'œil avec des plantes devant. Et on m'a appelé aussi pour encadrer une fresque qui sera réalisée par les enfants. Mais je dois dessiner 30 mètres de jardin, de paysage de jardin. Donc en fait, voilà. Et je me dis en fait que la vie aussi m'amène à me reconnecter avec la nature. Parce que ça m'amène à aller en forêt, aller voir les différentes plantes, les prendre en photo et aller dans la nature. Donc, en fait, tout, tout, tout est relié, mais voilà, je ne sais pas pourquoi tout, toutes ces demandes de fresques autour du végétal arrivent en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, Quand je disais que c'était foisonnant, ouais. Puis du coup, ça m'a incroyable. inspiré de faire une spirale Ah en mode oui. végétal. Elle est pas du tout terminée, mais voilà, ça m'a inspiré voilà, de faire une fresque aussi en spirale. Voilà. Alors on continue sur notre lancée avec encore d'autres choses parce que c'est pas fini, hein. On a les plaques de rue aussi. Oui, les plaques de rue, c'est venu comment les plaques de rue? Ah bah, les plaques de rue. En fait, avant d'être dans l'atelier où je suis là, j'ai eu un petit atelier qu'on m'avait prêté et que je partageais avec deux personnes. Et puis on s'est dit que ça serait bien pas de mettre une plaque de rue, mais en tout cas de mettre une plaque en bas qui indiquerait qu'il y a un atelier, parce que justement on voulait faire des expos ou des portes ouvertes. Et j'ai fabriqué cette première plaque de rue qui regroupait nos trois univers. Et en fait, elle était en bas dans la rue et des personnes l'ont vue. Et j'ai eu des demandes. Et ce qui était chouette, c'est que en fait, les plaques de rue, elles sont personnalisées.
Et du coup, les personnes me disent ce qu'elles aiment, si elles ont un chat ou si elles ont un objet qui les représente. Bah, c'est comme si après je ferme les yeux et je m'inspire de ce que je ressens, de la personne, aussi de ce qu'elle m'a raconté, sa voix. Enfin, je sais pas, c'est comme si je ressentais globalement l'énergie de la personne. Et voilà, l'inspiration vient, je les représente. Et du coup, bah, comme c'est des plaques qui sont dans la rue, les gens les voient. Et j'en ai eu plusieurs, hein, j'en ai fait presque une quinzaine de plaques de rue. Et j'aime beaucoup ce côté personnalisé, en fait. Enfin, aller chercher l'essence des personnes et puis les représenter. Et dans tout cet univers qui est le tien, c'est quoi ce que tu préfères faire? Est-ce qu'il y a une préférence? Non, j'ai pas une préférence parce que comme je te disais au début de l'interview, enfin quand je suis trop dans quelque chose ou que j'ai un peu fait le tour de quelque chose, je vais m'ennuyer et j'ai besoin d'aller voir ailleurs, de rebondir, d'apprendre. Donc j'ai besoin de renouveau tout le temps, en fait. Enfin, je pourrais pas faire qu'une même chose tout le temps. Mais oui, voilà, j'ai des idées, j'ai plein d'idées à la seconde, hein. Enfin, voilà, un jour, j'ai eu cette inspiration aussi pour les poupées russes. Là, je me suis dit, mais en fait, on a plein de couches à aller retirer de notre passé, de nos conditionnements et tout ça. Comment je peux trouver une surface projective qui nous permet d'aller désencombrer tout ça. Donc voilà, j'ai créé cette, elle n'est pas finie, mais cette poupée russe avec, là il y a écrit ce que je crois que je suis. Donc on s'identifie à un des deux personnages. Et puis à l'intérieur, bah, en fait, il y a les émotions. Donc on va aller, c'est un prétexte pour aller parler un peu de tout ce qui nous anime, tout ce qui nous empêche ou tout ce qui nous bloque. Et à l'intérieur, il y a les besoins, les valeurs, etc. Voilà. Mais pareil, comment cette idée m'est venue, je ne sais pas trop. Bah, écoute, c'est une idée. À mon avis, on a des trucs dans l'air qui voyagent parce que j'utilise aussi la symbolique de la poupée russe. Ah ben oui. Sauf que la tienne, elle est vraiment, vraiment belle, hein. Bah, à un moment, je m'étais dit pareil, je fabrique des baguettes magiques comme ça, et je me disais peut-être je pourrais ouvrir la boutique du thérapeute et proposer des objets qui peuvent servir de surface projective en fait pour voilà pour travailler, pour débloquer des choses. Mais c'est une merveilleuse idée encore. Ah oui, je crois qu'il y aura de nombreux thérapeutes qui iront sonner à ta porte là parce que c'est vraiment une belle idée, tiens ça. Parce que les spirales aussi, hein, ça pourrait être un moyen d'induire un peu un état différent de conscience. Enfin, oui, bah, ça va maturer, ça va peut-être venir. Voilà. Oui, alors tout ce que tu nous racontes est joyeux et pétillant. Et encore autre chose de joyeux que tu as réalisé, c'est un clip. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, en fait c'est venu l'été dernier, j'avais un petit air de guitare dans la tête mais qui tournait en boucle, en boucle, en boucle dans ma tête. Donc j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à le jouer et les paroles sont venues d'elles-mêmes. En fait, je vivais une sorte d'harcèlement à cette période-là et j'avais besoin d'aller explorer, d'aller voir qu'est-ce qui venait se jouer avec cette personne-là, etc. Et puis, je sais pas, en fait, les paroles et cette chanson m'a permis de sublimer ce moment-là, d'en faire quelque chose de beau. Et après, j'ai eu envie de faire un clip, mais c'est venu pareil, un peu par hasard. J'ai une amie qui m'a demandé de s'occuper de sa campagne Ulule et de lui faire des dessins à la craie pour sa campagne Ulule. Et du coup, bah, j'ai commencé à triper sur les dessins à la craie et je me suis dit, bah voilà, je vais réaliser le clip en faisant une animation avec les dessins à la craie. Ça, c'est toujours des imbrications de rencontres, de moments, de projets. Enfin, voilà. Je propose qu'on le diffuse maintenant. Ah bah super. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à la guitare, chasser les idées noires qui disent avec bienveillance que c'est pas beau. Il n'est jamais trop tard pour ne pas regretter ces moments non vécus, par peur, à tort ou à raison. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer, oser se pardonner, de n'être que l'ombre de soi-même.
former les cons en imagination, en partenaire d'évolution. Je voulais parler un peu de cette petite voix qui est là tout le temps, qui m'inspire et qui me... Parce que j'ai une anecdote avant-hier. Donc je travaille sur cette fresque. Là, je fais une maquette en ce moment, cette fresque en trompe-l'œil de forêt et de végétation au premier plan. Et avant-hier, je me mets à peindre un petit peu et j'entends clairement, j'entends vernis là. Et sur le moment, d'habitude, je questionne jamais, je questionne plus du tout cette voix-là. Même si je comprends pas, je sais que, je ne la questionne plus. Mais là, quand même, je m'étonne. Je dis, c'est du papier. Et puis, je me dis, mais c'est pas une mauvaise idée. J'ai jamais essayé, mais du coup, ça va être peut-être plus facile d'avoir des nuances de couleurs sur un vernis, parce que du coup, ça va mieux glisser, ça va mieux. Donc, je vernis sans trop réfléchir. Voilà, en me disant, ouais, ça a du sens, pourquoi pas. Et puis, je continue à peindre et en effet, c'est plus agréable, ça glisse bien et tout. J'avais jamais pensé à vernir du papier. Je vais dormir et le lendemain matin, je me réveille et en fait, mon chat, parce que j'ai un chat joueur, il avait renversé mon pot d'eau qui était tout vert de peinture. Et en fait, si j'avais pas verni mon dessin sur lequel je bosse quand même depuis un certain nombre de jours, et je vous montre parce que c'est très parlant. En fait, mon dessin, il aurait été tout vert. Et en fait, grâce au vernis et à la petite voix qui m'a proposé de vernir, j'ai pu sauver ma maquette et plusieurs heures de travail. Donc voilà, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo, mais c'est vraiment bien, je trouve, comme expérience, parce que c'est vrai que cette petite voix, parfois, on se demande pourquoi. Et c'est vrai que quand on écoute, il y a une raison vraiment. Et c'est bien d'être attentif à cette petite voix, mais je crois que tu l'as vraiment manifestée de nombreuses fois. Oui. Mais maintenant, je la remets plus en question, même si je comprends pas, même si mon mental dit, mais ça n'a pas de sens, je l'écoute en fait. J'essaye de plus en plus de plus vouloir en fait de me laisser je sais pas, un végétal quand il pousse, pour revenir au végétal, il se pose pas la question ou il se compare pas avec il pousse, il fait ce qu'il a à faire. C'est un peu pareil, c'est comme si je laissais la vie me guider, passer à travers moi et même si j'en vois pas le sens tout de suite, en plus ça a tellement générer des synchronicités, d'être à l'écoute de cette voix que je peux pas la remettre en cause en fait. De quelle manière tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent justement d'arriver à se lâcher prise et à cette écoute? En fait, je pense que la première chose, mais j'y arrive pas toujours, mais c'est de faire le calme en soi en fait, de faire le silence, c'est-à-dire d'essayer de se délester et de se débarrasser des pensées. Je pense qu'on est beaucoup pollué par nos pensées. Et parce qu'en fait, je pense, j'ai l'intime conviction que cette communication, cette guidance, elle est toujours là en fait. C'est juste qu'on l'entend pas, il y a trop de brouhaha dans nos têtes, trop de pollution. Et quand on arrive à faire le calme en soi, et c'est ce que je ressens quand je peins, c'est ce que je vis quand je peins. Parce que quand je peins, moi je suis plus là clairement. Je vois pas le temps passer. Pour la petite anecdote, peut-être je me disperse un peu, mais pour la petite anecdote, quand j'ai fait toute cette expo sur les petits points là, pendant des mois, j'ai passé mon temps vers des petits points, mais un matin, je me lève vers midi, je commence à faire des petits points, puis à un moment, j'arrive plus à bien voir et tout. Je me dis, je suis fatiguée, je vois plus bien et tout, et je lève la tête. En fait, il faisait quasiment nuit, mais j'ai bugué. J'ai dit, mais il y a une éclipse ou quoi? Mais non, c'est juste, je suis dans un espèce d'état je suis dans un espèce comme dans un état de grâce, un état de transe, et il n'y a plus de pensée, quoi. Donc en fait, c'est mes moments. Je fais pas vraiment de méditation, ça me parle pas trop, mais voilà, c'est mes états à moi de connexion en fait, et je fais le vide et il y a plus de sensation de temps, je suis ailleurs quoi. D'ailleurs j'ai un peu du mal à signer mes toiles parce que parfois j'ai l'impression que c'est pas moi qui fais quoi, c'est ma main et j'ai quand même du mal à signer mes toiles.
pour ça. Mais c'est une forme de méditation, ce que tu fais. Oui. Ouais. C'est un état de présence, en fait. On est complètement là. Et le conseil que je pourrais donner, c'est ça, c'est vraiment réussir à faire le silence en soi, quoi. Alors, si vous avez envie de découvrir plus en profondeur le travail de Anne Le Chartier, tous les liens sont bien entendu sous cette vidéo. Et Anne, est-ce que tu as un projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annonce dans le futur pour toi? Oui, il y a 2 projets. Le premier, c'est que je suis en train d'écrire avec une amie un scénario de long métrage, parce que j'aimerais rendre le visible invisible, quoi. Enfin voilà, ce sera plutôt une comédie. Et le deuxième projet, j'ai le projet de proposer des ateliers à des petits groupes sous différentes formes. Il y aura du théâtre, un atelier qui travaillera avec le corps, la danse, la voix, un atelier avec la peinture, les arts plastiques, mais qui va permettre à travers l'art de se reconnecter avec sa créativité, son imagination, et qui va permettre aussi de remettre du mouvement là où c'est bloqué, ou au contraire de retrouver du calme et faire des pauses là où c'est agité et en mouvement. Un travail sur justement se désidentifier des pensées pour se reconnecter à l'être créateur qu'on est, à notre énergie créative et notre imagination, parce que en fait cultiver notre créativité, c'est aussi s'offrir comment dire, parce qu'en fait notre cerveau il généralise, donc si on arrive à découvrir et à cultiver notre créativité dans l'art, en fait on peut l'utiliser après pour trouver des solutions à des problèmes, pour se guérir, pour se réinventer, donc voilà, c'est des ateliers où en fait on va se reconnecter à notre âme d'enfant, à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie, en fait. Apprendre à s'aimer. En tout cas, tu nous as mis en joie, tu es tellement pétillante toi-même que ça donne envie évidemment de participer à tes ateliers. Ce que j'aurais envie de dire, c'est osons être qui nous sommes, osons exprimer notre poésie, notre musicalité, notre couleur au monde, et devenons l'artiste de notre vie. On est des êtres créateurs, en fait. Voilà. Osons exprimer notre magie. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.